PIL, c'est le pôle entrepreneuriat étudiant de l'université, enfin de Lorraine, et donc accroché à Pour l'université l'instant, de tout est Lorraine. vrai. PIL, c'est une émanation de Pépite, C'est le ça. programme Pépite, qui est le grand programme qui a été développé depuis 15 ans, un peu plus de 15 ans, au service du développement de l'entrepreneuriat étudiant. Donc, curieux d'avoir votre regard sur ce qu'a produit ce programme aussi Pépite et les projets que vous avez pu voir émerger, accompagner, etc. etc. C'est pas votre seule casquette, vous êtes rédacteur en chef de Projectique, qui est une revue. Est-ce qu'elle est scientifique, cette revue, Christophe Schmitt? On commence par cette question-là. Oui, Allez, commençons par cette question-là. Est-ce com- qu'elle est scientifique? est-ce qu'elle est scientifique? Oui, elle est scientifique. Pour moi, elle est scientifique et pour d'autres aussi, parce que on rentre dans le. Alors, c'est un peu en off, hein, il n'y Oui, a personne on qui est nous entre nous, écoute. là. On est entre nous. Elle va rentrer dans le classement de la FNEJ. Oui. Donc, ça montre, on va dire, le regard scientifique qu'on peut porter. Et puis, c'est aussi la légitimation du travail qui est fait depuis maintenant plusieurs années, plus particulièrement 30 ans. Alors, la revue n'a pas 30 ans, mais l'association a 30 ans. On a fêté son 30e anniversaire avec 2 numéros spéciaux. Un premier numéro qui est revenu sur les 30 ans. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant. Des textes qui ont été publiés il y a 20, 25 ans, 30 ans, et qui sont encore d'actualité par rapport à... Montrer que c'est intemporel. Intemporel. Ouais. Et la deuxième dimension, c'était de se dire, bah voilà, on se projette à 10, 15 ans, et c'est quoi demain, on va dire, les organisations, le management dans 10, 15 ans, et d'inviter des différents collègues à plancher. Et donc, du coup, on a un numéro, 2 numéros, je trouve très intéressants, et le deuxième numéro encore plus intéressant, parce que finalement, c'est un travail qu'on fait très peu. Et c'était marrant parce que j'ai été chercher plein de collègues qui ont l'habitude de publier, mais ils étaient pas aussi à l'aise et c'était pas si évident que ça d'aller sur une projection à 15 ans. Ils n'ont pas l'habitude de travailler de cette façon-là. Donc, il y a eu un travail de fond que j'ai fait avec eux pour les accompagner dans la ligne éditoriale. Et on s'est bien éclaté. Je plaisante évidemment en posant la question de sa scientificité, parce que c'est de très grands auteurs dans Projectique. Edgar Morin, toute la tradition, Jean-Louis Lemoyne, évidemment, toute la tradition qui est une vraie tradition francophone de la pensée complexe. C'est-à-dire de dire, attention, justement, le monde n'est pas compliqué. Dans les affaires humaines, le monde est complexe. Et complexe, ça veut dire imprévisible, ça veut dire une relation à l'incertitude, ça veut dire tout ce dont on va discuter ensemble autour de l'entrepreneuriat. Et ce message-là, on a parfois du mal à le faire passer, parce que c'est au cœur de l'identité des sciences de gestion et du management. Il y a presque même on pourrait presque tracer une ligne de fracture entre une certaine représentation très... on qualifie de positiviste généralement. On peut la qualifier de positiviste. On peut la qualifier de positiviste, où le réel existe et il importe de chercher les lois qui le gouvernent, en gros, immuable. Voilà. Et puis les constructivistes qui considèrent que le réel se crée, voilà, est à construire et est toujours à reconstruire d'ailleurs ce réel. Ça c'est intéressant, cette ligne de démarcation que vous évoquez, parce que c'est exactement ça. Sauf qu'on a souvent l'habitude de considérer que complexité, c'est, on va dire, un niveau supplémentaire par rapport à compliqué. Donc, du coup, on est dans la même veine. Et si on est dans la même veine, c'est les mêmes outils, c'est les mêmes démarches, c'est les mêmes postures. Or, si on considère qu'on est sur deux choses différentes, d'un côté les problèmes compliqués, de l'autre côté les problèmes complexes, ça veut dire qu'on est sur deux natures de problèmes différentes. Donc ça nous amène à nous poser la question épistémologique, méthodologique, théorique et ainsi de suite, et donc de choses complètement différentes. Et du coup, des communautés qui sont différentes, qui peuvent être très complémentaires aussi sur certaines choses, mais l'angle d'approche est différent, jusqu'à, on va dire, l'explication versus la compréhension. Et ça, c'est, je pense, quelque chose de très intéressant parce que la nature de la connaissance qu'on va produire ne va pas être la même. Et je pense qu'être chercheur, par rapport à la question évoquée au tout début, être chercheur, c'est se poser la question de la nature de la connaissance qu'on va évoquer. Et derrière, c'est est-ce que cette connaissance, on va dire, elle est construite ou elle est donnée ? Si elle est donnée, bah voilà les méthodes pour les aborder. Donc, on veut les découvrir. Voilà, donc comment je peux faire pour découvrir ? Comment, en gros, je peux identifier les choses avec des outils que les gens ne voient pas habituellement ? Ou alors, elle se construit et à ce moment-là, je dois être au plus proche. Et on va revenir, je pense, aussi là-dessus. C'est l'action qui m'a toujours animé dans la façon d'aborder la recherche et d'être dans l'action, en lien avec l'action fortement, pour mieux comprendre comment l'action se met en place.
c'est pas qu'un problème de décision, le management, la gestion. C'est aussi, et peut-être même, je dirais d'abord, c'est de l'agir. Et l'agir, c'est de l'action et de la décision. Et c'est pas décision-action de façon linéaire, c'est circulaire. On peut avoir, on va dire, des décisions qui amènent à l'action, ça c'est sûr, mais on peut aussi avoir de l'action qui amène à des décisions. Et on l'oublie. On va en parler sur Avec l'agir grand plaisir. entrepreneurial, ouvrage que vous avez publié, l'agir entrepreneurial. C'était aux Presses Université de Québec, hein, je crois. C'est ça. Voilà. Et parce que ça, c'est très important, parce que ça inverse nos représentations. C'est-à-dire, souvent, l'action précède la décision, ou en tout cas, on rationalise beaucoup. Et donc, on est à l'inverse d'une démarche, quelque part, de maîtrise. On accepte aussi de lâcher prise sur cette maîtrise. Mais pourquoi je m'arrête sur ce point-là et je vous ai tout de suite engagé dans cette voie-là, c'est que les sciences de gestion, souvent, on les voit comme techniques. Souvent, on les voit comme, c'est la comptabilité, sans voir que la comptabilité, c'est politique. Évidemment que c'est politique, puisque c'est le langage, c'est la manière dont on va se représenter le langage. Je parle de stratégie. C'est Edgar Morin qui nous dit la stratégie est la seule suffisamment folle pour avancer dans l'incertitude, voilà, l'affronter. Il y a une dimension créatrice, il y a une dimension d'exploration. Et il y a des grands noms. J'ai évoqué Edgar Morin, j'ai évoqué Jean-Louis Lemoigne. Je pourrais citer de nombreux auteurs francophones, français, comme Marie-Josée Avenier, par exemple, sur les questions de la complexité. Jean-Pierre Clavran aussi. Jean-Pierre Clavran, évidemment. Jean-Michel Larasquet, qui sont à l'origine de Projectique, par exemple, qui est aussi très engagé dans la complexité. Absolument, que l'on salue, s'il nous écoute. Et j'ai envie de citer un nom qu'on cite finalement peu, qu'on n'a pas tant que ça l'habitude, on n'a pas toujours l'habitude de l'associer à la gestion en dehors de la communauté de gestion, parce que souvent dans la communauté de gestion on le fait, mais en dehors, c'est Herbert Simon. Clairement. C'est les sciences de l'artificiel. Clairement. Là-dessus, je veux dire, j'attendais que ce soit Herbert Simon, j'ai eu peur que ce soit un autre nom. Mais oui, très très clairement, Herbert Simon, et je pense, enfin pour moi c'est un modèle, Herbert Simon, au sens, déjà, si on regarde, de le classifier, c'est comme Edgar Morin, dans quelle discipline il est. C'est impossible. Et voilà, et je pense que aujourd'hui on est dans une modernité de la recherche qui fait qu'on est plutôt tubulaire. Et c'est très bien, ça fait avancer, à force de décortiquer le corps humain, on a fait des avancées indéniables, il n'y a pas de problème. Mais on a aussi besoin de rassembler ce qui est épars, de regrouper. Et c'est là où justement la complexité apporte, on va dire, un regard différent et complémentaire à ce qui peut exister. J'insiste sur ce mot complémentaire. Je ne suis pas dans une logique à dire c'est une domination de l'un par rapport à l'autre. Il faut vraiment qu'on travaille sur cette complémentarité parce que chacun, avec son point d'entrée, peut apporter un regard très spécifique en tant que tel. Donc du coup, Herbert Simon, clairement, alors j'ai eu la chance de faire une conférence à Trois-Rivières au Québec et j'ai parlé d'Herbert Simon sur les sciences de conception. Pour moi, Herbert Simon, c'est avant tout cet ouvrage, Les sciences de conception, qui a été traduit par Jean-Louis Lemoigne à l'époque. Et donc, j'ai présenté mes travaux autour de la conception, entrepreneur et conception. Et à la fin, les collègues sont venus me voir. Herbert Simon, c'est le même Herbert Simon qui a fait la rationalité limitée. Je lui dis, oui, tout à fait, c'est le même Herbert Simon. Et donc, les gens le connaissent sous un angle, en fonction du domaine ou de la discipline dans lequel ils sont. Et voilà, on a une pensée qui est globale, globalisante, qui est importante, parce que si on veut mieux comprendre le domaine, il faut arriver à prendre du recul et peut-être aller à un niveau méta, j'aurais tendance à dire, qui permet d'intégrer aussi la dimension humaine. Vous aviez évoqué le côté technique des sciences de gestion. Je l'ai vécu aussi personnellement quand j'étais en thèse. J'étais dans un laboratoire d'ingénieurs. Et donc, en gros, on me posait la question, mais tu fais de la recherche en gestion, c'est quoi la recherche en gestion ? Parce qu'il y a de la recherche en gestion. Parce qu'il y a de la recherche en gestion. Point d'interrogation. La gestion, c'est le calcul de coûts, quoi, en gros. Donc, c'est technique. Et donc, ça m'a, on va dire, obligé, dès que je suis rentré dans la recherche, à justifier, finalement, c'est quoi les frontières, à mieux comprendre aussi dans le domaine dans lequel j'étais, par rapport à d'autres collègues qui, globalement, étaient dans le domaine, ne se posaient pas la question où ils se positionnaient. Donc moi, je me suis toujours posé cette question-là. Quelque part, elle m'a poursuivi
positivement tout le long de ma carrière et ça m'a amené à me poser des questions épistémologiques aussi. Donc, ces questions-là sont importantes parce que si on est sur la technique, bon, voilà, on peut être une science technique. On parle même dans certains pays d'ingénierie de gestion. Hein, donc, c'est pas un problème, ça peut exister. Et ce qui va. Mais il manque cette dimension humaine. Donc, on a parlé de l'action, ça c'est un élément qui est important pour moi. Mais l'action sans l'humain, alors on pourra parler de l'IA à la limite à un moment, mais l'action sans l'humain, ça n'a pas de sens. Et on parlait de stratégie, on parlait de complexité, d'incertitude, de décision, d'action. On a toujours l'humain qui est derrière. Et c'est peut-être pour moi la plus belle des choses. C'est de se dire, même si on est sur des organisations type entreprise ou quoi que ce soit, ça reste de l'humain. Positif et négatif, avec tous les conséquences que ça peut avoir. Les white side et les dark side. Exactement. Et si on est sur l'humain, c'est de comprendre l'humain. Et comprendre l'humain, ça nous oblige à aller sur des dimensions qui ne sont pas techniques en tant que telles. Et on le sait depuis des années, entre, on va dire, le Fordisme avec la reproduction du modèle purement technique, organisation scientifique du travail. Ça dit bien la volonté qu'il y avait derrière. Et puis, après, avec l'école de Chicago, notamment, qui montre, avec certaines expérimentations, que l'humain est au cœur et qu'on ne peut pas avoir la même situation, quel que soit l'endroit où on se situe, parce qu'on a des personnes qui sont différentes. Et là, et on est dans les années 1920, mais on a perdu des fois ce côté humain. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important d'aller là-dessus. Et je dirais que modestement, l'aspect humain m'a beaucoup interpellé jusqu'à le réintégrer et le remettre au cœur de la réflexion, notamment en entrepreneuriat. Vous l'avez remis au cœur et j'ai envie qu'on s'arrête juste un instant parce qu'on va creuser ensemble. On peut s'arrêter ensemble. On peut... J'ai dit qu'on s'arrête. Ça. Vous m'avez fait perdre mon idée. Non, ça y est, elle est revenue. Herbert Simon, vous avez dit on l'associe à la rationalité limitée. Je pense que ça vaut le coup qu'on s'arrête juste un instant sur ce point-là. Parce que très souvent, aujourd'hui, on retient les biais cognitifs, par exemple. C'est-à-dire comme si, par le simple terme de biais cognitif, ça veut dire qu'on a cette référence à une forme de rationalité parfaite, substantive, nous dit Simon. Quelque part, on n'en sort pas de cette image de rationalité possible, d'optimum possible en termes. Ça veut dire qu'on serait capable de comparer toutes les options, tous les choix, des super ordinateurs, super machines à calculer, etc. On sait qu'on doit à Simon. Peut-être que l'IA, justement, c'est une réponse que les uns les autres veulent donner à l'optimisation. Je commençais à y venir. On sait que Simon nous a démontré que la rationalité est limitée. Donc, il y a derrière l'idée précisément de biais cognitif, bien sûr, de ce qui biaise la décision. On ne peut pas comparer toutes les options, on s'arrête à des options satisfaisantes, pas forcément optimales, etc., etc. Et puis, il y a la rationalité procédurale. Et là, quand vous évoquez cette question de l'humain, de reprendre en compte l'humain, ce qui va vous amener dans l'agir entrepreneurial à dire, on est bien sûr l'agir, c'est-à-dire pas la décision, pas forcément un temps séquentiel où on pourrait arrêter le moment où a été prise la décision et ensuite, bref, planification, etc., etc. Faut penser action et que dès lors qu'on pense action, on pense à tout un tas de courants qui se sont développés en gestion management, autour de la frugalité, autour de l'effectuation, etc. C'est bien parce qu'on est engagé dans cette procédure qui produit elle-même quelque chose. Et ce qui va être votre grande originalité, c'est de dire, en plus, c'est l'entrepreneur en tant qu'il est entier. C'est une autre représentation aussi de l'articulation passé, présent, futur. Voilà, faut rentrer dans tout ça. Est-ce que j'ai bon ? Oui. Si on prend la temporalité, de toute façon, la temporalité, c'est un construit. La temporalité est un construit à différents niveaux. L'horloge, on va dire, telle qu'on la connaît actuellement, c'est pas si vieux que ça. Avant, le temps était très relatif, où chacun avait son temps.
Même une petite anecdote là-dessus, c'est que les premiers développements des trains avec les horaires étaient faits localement, avec des difficultés, c'est que le temps qui se faisait à tel et tel endroit n'était pas le même. Donc du coup, difficile d'harmoniser. Et c'est là qu'il y a eu le repère qui s'est mis en place pour un temps, on va dire, unique en tant que tel. Mais revenons à cette idée d'un temps très personnel. Et lorsqu'on est dans une logique, on va dire, d'organisation, on a des temps personnels. Et même si on est dans un collectif, les temps de chacun ne sont pas forcément les mêmes. Et si on prend juste l'entrepreneur et qu'on va retrouver dans une logique de projet, finalement, on a une logique de temps qui est complètement différente par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Qu'est-ce qu'on connaît d'habitude? On va dire, c'est passé, présent, futur. Et là, il y a une phrase de Václavic, donc de l'école de Palo Alto, que j'apprécie énormément, qui est de dire, finalement, c'est pas le passé qui fait le présent, mais c'est le futur qui fait le présent. Et c'est typiquement ce qu'on va retrouver dans les logiques projets, comme on peut être dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de me projeter, j'ai une idée de ce que je veux faire dans le futur, et cette idée-là, ça va m'amener à mettre en place des actions au présent pour aller vers ce futur. Ça marche pour l'entrepreneuriat, mais ça marche pour tout. Ça marche pour n'importe quel type de projet. Ça marche pour un étudiant qui se pose des questions sur qu'est-ce qu'il va faire comme formation plus tard ou quel emploi il veut faire plus tard. En fonction du choix qu'il va faire, même s'il n'est pas hyper précis, défini, va l'amener à un moment donné à prendre des décisions au quotidien pour avancer. Vous voulez partir dans 6 mois en vacances. Si vos vacances, c'est soleil, amis et visite, c'est pas la même chose que me reposer, nature Randonnée. et voilà, et randonnée. C'est pas les mêmes mots. Et les mots sont pas les mêmes, ça va pas amener les mêmes types de projets, ça va pas amener non plus, on va dire, la même perception de ce que je veux mettre en place au présent pour aller vers ce que j'ai défini comme projet en tant que tel. Sans compter que si vous voulez pas partir seul en vacances, il faudra faire adhérer les gens qui sont autour de vous sur votre projet pour avancer. Et ça, on va le retrouver dans l'entreprise, dans le projet. On va retrouver ça dans l'entrepreneuriat avec les acteurs de l'écosystème, l'idée d'engagement pour avancer sur un projet. Ça, c'est très, très important parce que ça veut dire que le temps n'est pas le même pour tous. Ça veut dire qu'on passe dans une représentation où on raisonne plus objet, mais sujet. Voilà. C'est le sujet, c'est bien l'entrepreneur. Est-ce que c'est ça, quelque part, qui justifiait ce programme Pépite et votre engagement dans le PIL? C'est-à-dire de dire, il y a une vraie manière de rendre la recherche utile, c'est de la mettre au service de jeunes, d'étudiants, etc., qui vont se mettre en mouvement, plutôt que de produire une recherche ou une connaissance un peu décontextualisée au nom de la science avec un grand S, de dire, partons en chemin faisant. Et ils vont s'entreprendre en entreprenant, pour reprendre le titre d'un de vos ouvrages, 7 clés pour s'entreprendre. C'est exactement ce que vous venez de dire, avec un point de départ. Je reviens encore une fois au moment où je fais ma thèse, donc je suis dans un laboratoire d'ingénieurs, et la question du terrain ne se pose pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on est dans ce que nous, on appelle aujourd'hui une recherche-action, une recherche-intervention. Eux, c'est leur quotidien. Il n'y a pas de nom précis là-dessus. C'est qu'il faut être en lien avec le terrain et d'amener quelque chose sur le terrain pour transformer les choses. Donc, on a, on va dire, un pouvoir de transformation. Et donc, j'ai travaillé sur une recherche-intervention et j'ai gardé cette posture-là, non seulement sur la recherche, mais je me la suis appliquée à moi-même. Pour être très simple, il n'y a pas non plus beaucoup de différence entre un chercheur et un entrepreneur, avec derrière un projet, avec derrière la volonté de faire adhérer les gens autour, on va dire, d'une connaissance. On pourra aussi y revenir. On parlera de projet de connaissance, d'ailleurs. Exactement. Projet de connaissance. Et donc, du coup, je suis vice-président, donc à l'époque, l'Institut national polytechnique de Lorraine, et on est 4 universités au niveau de la Lorraine, et l'idée, c'est de déposer un projet auprès du ministère. Il y avait un appel à projet sur l'entrepreneuriat pour créer, donc, c'était l'ancêtre du réseau Pépite qui s'appelait PEE, pour Pôle Entrepreneuriat Étudiant. Et on candidate, on faisait partie des 7 lauréats. Et la question est venue assez rapidement, une fois qu'on a été sélectionné. On fait quoi maintenant? Et le on fait quoi maintenant, c'est est-ce que moi, en tant que vice-président, je m'arrête là, j'ai fait mon travail et je repars à la limite sur d'autres projets à monter,
où je mets en place, j'incarne, on va dire, ce projet. Et avec le président de l'époque, François Laurent, c'était de se dire, il faut y aller, il faut le faire, parce qu'il y a pas mal de chances que si j'y vais pas, on risque d'avoir, on va dire, un projet qui soit déconnecté de ce qu'on a déposé. Et donc d'avoir une continuité, d'avoir une cohérence entre le projet et la mise en place du projet. Donc je me suis retrouvé responsable puis directeur donc du PIL, où c'est formidable. On les mains dans le cambouis et c'est de pouvoir, on va dire, faire le lien avec justement les éléments de théorie. Et je dirais, il y avait eu 2 périodes ou 2 niveaux dans cette période-là. C'est quoi? C'est le premier, c'est la recherche qui fait le dispositif, qui fait le PIL. Donc, c'était un travail que j'avais fait avec des collègues sur 22 pays, où on a pu faire une évaluation de la place de l'entrepreneuriat dans les universités. Et à l'époque, on avait montré que la place de la France était à peu près au même niveau que le Mexique et la Turquie. Ils étaient un peu en avance, la Mexique et la Turquie, mais nous, on n'était pas très en avance par rapport à tout ce qui pouvait se faire à droite et à gauche. Et donc, du coup, c'est comment on peut se servir des bonnes pratiques, de ce qui se fait dans les pays qui sont bien avancés sur l'entrepreneuriat, et qu'on le mette en place chez nous, en tant que tel. Et la deuxième phase, ça a été, maintenant que c'est en place, comment ça devient un objet de recherche. Et cet objet de recherche, j'ai eu l'occasion de travailler sur un ouvrage qui s'appelle « La fabrique de l'entrepreneuriat », qui m'a permis de mettre en évidence 2 choses que je trouve intéressantes en tant que telles et qui me servent encore. C'est 1, l'état gazeux versus l'état de cristallisation, et 2, le modèle des 3 M. Vous voulez qu'on en parle tout de suite ? Allez, on y va, mais je voudrais vous faire réagir juste pour conclure ce premier temps sur quelques mots-clés. J'aime bien me faire un petit abécédaire comme ça, et en notant les mots-clés, ainsi, intentionnalité, sens, blessure. Ça va commencer à nous introduire la suite. Désir, évidemment désir, temporalité, et puis reconnaissance peut-être. Alors, conclure un peu tout ce qu'on vient de commencer à élaborer là. Tous ces points-là sont en lien avec l'humain. On est vraiment sur cette dimension humaine. Et je reprendrai notamment le premier sur l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est un concept qu'on va retrouver dans la philosophie, où en gros, nos actions ne sont pas le fruit du hasard, pour faire simple. Par contre, c'est pas facile toujours de comprendre qu'est-ce qui a motivé nos actions. Et cette intentionnalité, c'est un peu comme si on fait une enquête ou comme si on était anthropologue. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des traces pour comprendre le sens des choses. Et ça arrive à ce mot de sens en tant que tel. Le sens n'est pas gratuit. Et donc, un porteur de projet, admettons qu'il développe une application Internet dans le domaine de la santé, une canne pour connecter pour aveugles, quelques exemples comme ça qui me passent par la tête. Ce choix-là, c'est pas le fruit du hasard. Il y a du sens derrière. C'est pas juste, moi là, je veux faire une application. C'est qu'est-ce qui t'amène à faire cette application-là ? Quel est le sens des projets avant, actuels et puis futurs ? Et surtout, derrière ça, qu'est-ce qui va nous intéresser ? C'est que lorsqu'on commence à travailler le sens, ça veut dire que le porteur de projet comprend aussi son propre sens et l'idée d'entreprendre, on y est complètement. Et il se comprend mieux. Et notamment, notre public, sont des étudiants, ils sont jeunes, pas d'expérience, pas d'argent. Ils entreprennent. Et on n'est pas à leur proposer de se casser la figure, on est à leur proposer de réussir. Et donc, cette réussite, elle passe notamment par l'idée de mieux se comprendre et si je suis mieux capable de me comprendre, je peux mieux présenter mon projet, je peux mieux aussi expliquer pourquoi je suis là et qu'est-ce que je veux faire par rapport à ça. Et donc, ces idées-là sont très, très importantes. Et je reprends l'idée de blessure derrière. De façon générale, lorsqu'on est sur un projet, et cette idée de sens, des fois, c'est pour réparer des blessures. C'est pour des blessures personnelles, des blessures familiales. On a eu aussi un travail qui a été fait en profondeur là-dessus avec des spécialistes. Et notamment, on a eu des cas de syndrome de l'imposteur. Donc, c'est pas simplement dire on va faire un business plan. On le sait très bien, de toute façon, qu'on ne peut plus se limiter à ça. Mais cette dimension personnelle, au fait,
depuis le temps que je travaille dans le domaine, en fait, on ne va jamais dessus parce qu'on n'est pas outillé. Hmm. Alors que Ça fait un peu peur. ça fait un peu peur. Et je ne sais pas, et ça peut être aussi la porte ouverte à n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec des spécialistes qui sont capables, on va dire, d'écouter et de pouvoir aussi conseiller le porteur de projet. Et ça nous amène à cette notion d'intentionnalité. Cette notion d'intentionnalité, c'est du sens, c'est le désir qui me porte. Et encore une fois, je suis pas là par hasard. Et c'est important de pouvoir, on va dire, mieux me comprendre pour pouvoir avancer dans la vie. Et si demain, mon projet s'arrête pour X raisons, j'aurais gagné par rapport à moi-même en termes de compétences, de connaissances de moi, d'estime de soi et de confiance en soi. Et ça, c'est une belle réussite. Ça, c'est une très, très belle réussite même. Alors, après justement ce moi, j'ai envie de dire moi, quelque part, pour résumer cette question de l'intentionnalité et de ce rapport intention, action, décision, voilà, ce processus qui se construit, vous avez commencé à l'évoquer dans la Fabrique de l'entrepreneuriat. Enfin, vous avez évoqué la Fabrique de l'entrepreneuriat, ouvrage dans lequel vous traitez notamment de ces fameux états gazeux et de cristallisation. Alors, expliquez-nous un peu maintenant comment ça marche finalement, Alors, tout ça. Alors, la question qu'on peut revenir au tout début, est-ce que c'est de la recherche ? Et la réponse pour moi, bien sûr, est oui. C'est-à-dire, c'est quoi la vie d'une connaissance ? La vie d'une connaissance, c'est à un moment donné de pouvoir identifier une connaissance, de la partager. Et on la partage à 3 niveaux. Au niveau scientifique, donc en termes de publication, au niveau des praticiens, et ça c'est important qu'ils se retrouvent dans la connaissance qu'on peut, on va dire, développer. Et troisième élément qui est très important aussi auprès des politiques. Et cette notion d'état gazeux, ça a été comme une révélation, autant pour moi que pour les différentes personnes que j'ai évoquées, avec qui j'ai pu, on va dire, confronter cette connaissance. C'est-à-dire qu'une connaissance, on doit tester sa robustesse. Et le test de robustesse, il ne se fait pas que dans le domaine scientifique, il se fait aussi dans la pratique. On est un dispositif de l'université, plus particulièrement de l'université de Lorraine. Donc le PIL existe, il y a plein d'acteurs de l'écosystème qui arrivent, qui sont là, et nous on arrive. On est vu comme des concurrents, on est vu comme des empêcheurs de tourner en rond. Quand on arrive en ville. Voilà, exactement. Et donc du coup il a fallu, on va dire, expliquer qu'est-ce qu'on faisait et montrer plutôt la complémentarité que la concurrence. Et cet état gazeux versus cet état de cristallisation, en fait, ça permet d'avoir une vision, en tout cas une représentation plus sophistiquée de l'entrepreneuriat. Où globalement, si vous parlez d'entrepreneuriat, dans les domaines, on va dire, de praticiens et voire même des fois de recherche, c'est ce qu'on a évoqué, création d'entreprise, business plan et tout ce qui est avec. Donc le résultat en tant que tel, la partie technique qu'on évoque. Et donc, ces personnes s'attendaient qu'on soit sur ces logiques de plan d'affaires et autres. Nous, on a dit, on ne veut pas faire ça. C'est votre job, vous savez le faire. Par contre, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'amener des jeunes à se poser la question de l'entrepreneuriat, de les sensibiliser, de les amener, on va dire, à travailler sur des projets. Et si ils sont intéressés, d'aller plus loin et vous pourront après aller chez vous. Donc, on a montré cette complémentarité. Et aujourd'hui, on a, en tout cas sur le territoire lorrain, des praticiens, des structures d'accompagnement, des financeurs, des politiques qui disent très clairement, le PIL, c'est l'état gazeux et vous êtes l'état de cristallisation. Donc ça a pacifié, on va dire, les relations. Et au lieu de se regarder en chien de faïence, ben voilà, on collabore et on collabore tellement bien, c'est que toutes les structures d'accompagnement viennent de notre dispositif pour voir les porteurs de projets, parce que les entreprises de demain sont au PIL. Donc, ils vont pouvoir, on va dire, faire leur marché pour plus tard et faire grandir les projets. Donc, je pense qu'aussi, c'est important, c'est de démythifier l'entrepreneuriat. Démythifier l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on fait dans cette idée de sensibilisation, d'expliquer c'est quoi l'entrepreneuriat, de sortir des sentiers battus. Et je pense que c'est le rôle du chercheur de pouvoir, on va dire, de clarifier un peu ces notions en tant que telles et de pouvoir les diffuser, ces notions. Notre rôle, c'est aussi de partager notre connaissance au-delà du cercle, on va dire, purement universitaire, quoi. Ça veut dire que ce qui se joue quand même dans cet état gazeux, est-ce que c'est pas... Parce que là, on sent fortement la question de l'émotion, on l'a évoqué aussi avec le désir, etc. Est-ce que ce qui se joue dans cet état gazeux, c'est pas une certaine capacité à rêver ?
une certaine capacité à laisser jouer l'imagination, une certaine Clairement. capacité à se perdre, etc., etc., etc. Je ne l'aurais pas dit comme ça, Ouais. de peur d'effrayer potentiellement les étudiants ou mes collègues à l'université. Mais oui, c'est ça. C'est aussi de sortir, on va dire, du cadre habituel dans lequel ils sont. Ils Ce qui arrivent. veut dire pas savoir trop vite où on va, ce Tout qui à veut fait. dire savoir accepter de se On perdre. ne juge pas le projet. On ne dit jamais c'est bien ou c'est pas bien, ça va marcher, ça va pas marcher. Tu as envie de te battre pour tes idées, on est là pour t'accompagner. Donc l'idée, c'est oui, rêve. Parce que si tu commences, on va dire, à ne pas rêver, à commencer à faire la version dégradée de ton projet parce que tu n'as pas d'argent, parce que c'est ci, cela, à la fin, c'est plus ton projet et c'est plus toi et tu n'as plus envie de te battre pour ça. Par contre, quand c'est ton projet, tu as envie de te battre. Donc rêve et on va te donner les moyens par rapport à ça et avec aussi des retours. Des retours par rapport à nous au niveau du PIL, mais aussi de l'écosystème, où on n'arrive pas à comprendre. On pourra revenir là-dessus sur un des ouvrages que j'ai pu faire, notamment sur une nouvelle perspective d'entrepreneuriat, sur la place de la communication. Et c'est un élément central, finalement. Et derrière cette communication, c'est de faire adhérer... C'est la vie qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Exactement. Et là, on n'est pas entrepreneur parce que je l'ai décidé de l'être. On n'est pas entrepreneur parce que j'ai un projet. C'est ces éléments-là. Et surtout parce que j'existe dans l'œil de l'autre. Donc l'autre, avec un grand A, donc tout le lien à l'altérité va être un élément essentiel. Donc l'autre, c'est pas mon ennemi. L'autre, c'est pas mon concurrent. Et là, on repart sur des représentations classiques qu'on peut avoir, on va dire, en management, et qu'on va véhiculer aussi dans les cours, la concurrence. Ouais. La concurrence, cette guerre et tout ce qui est avec. Et nous, on explique aux porteurs de projets que, certes, il peut y avoir de la concurrence, mais il peut y avoir du partenariat. Et donc, cette logique partenariale, il faut la développer. Toi, tout seul, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais en étant en partenariat avec d'autres personnes, tu peux aller plus loin. Et donc, de changer. Même décupler. Enfin, voilà. Exactement. Du coup, les postures ne sont pas les mêmes. Quand je vais sur le terrain, ce n'est pas pour trouver de l'argent. C'est pour convaincre les porteurs de projets, convaincre les gens que je vais rencontrer de mon projet. Et une victoire. Et s'engager avec moi. Et s'engager. Et une victoire dans l'engagement, c'est quoi? C'est avoir un rendez-vous. C'est une carte de visite qui m'est donnée pour aller voir telle personne. Ça, c'est des victoires. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper, on va dire, où on met le curseur. Ce n'est pas la création d'entreprise qui va être l'élément... pour moi, c'est que la création d'entreprise, c'est la conséquence d'un parcours. Et là, je renverrai un article que j'ai fait dans The Conversation, le mal français. Le mal français, pourquoi? Parce que, en gros, on met en place des actions pour aider à créer des entreprises. En fait, le problème, c'est pas de créer des entreprises. Le problème, c'est d'amener des gens à vouloir entreprendre pour créer des entreprises. C'est pas la même chose. C'est de donner envie. Si, en gros, les gens vous disent « Non, mais entreprendre, c'est compliqué », donc les questions sont souvent techniques, les remarques sont souvent techniques, juridiques, fiscales, financiers, tout ce qui va avec. Okay. Tout un tas de trucs qui font rêver. D'accord. Mais de l'autre côté, c'est pas compliqué et on a les experts. C'est pas difficile. Mais est-ce qu'en amont, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un projet et qui a envie de se battre pour ses idées, pour son projet, et qu'il est capable de le montrer? Tu peux pas demander de l'argent à quelqu'un si toi-même tu n'as pas fait un premier pas. Et le premier pas, c'est ton engagement, c'est le temps que tu vas passer sur ton projet pour convaincre les autres. Et voilà, on est sur cette dimension-là. Et c'est là où on va travailler avec eux sur cette intentionnalité. Mais qui je suis moi? Qui je suis moi pour aller discuter avec des personnes, un peu relation parent-enfant qui se met en place, et de les sortir de cette logique-là. Et c'est pour ça aussi que dans notre dispositif, on n'a pas de cours. On n'a pas de cours. On voit à différents endroits la logique qu'ils mettent en place, c'est on reçoit des étudiants entrepreneurs, il y a un point d'entrée, donc comme une promo d'un master, et puis il va y avoir des cours. Mais un étudiant, qu'est-ce qu'il attend? Il passe déjà 5 à 6 heures sur les bancs de l'université. Quand il va faire l'entrepreneuriat, ce qu'il veut, c'est aller sur le terrain. Et finalement, le terrain, est-ce que c'est pas de la formation-action? Est-ce que c'est pas une nouvelle ou une autre façon, on va dire, de faire de la formation en tant que telle? Si on les prépare en avance sur le terrain, et si on fait du retour d'expérience par rapport au terrain, on va travailler sur les connaissances et les compétences. On est sur une formation individualisée. Et c'est clair, c'est autre chose.
Mais c'est hyper important parce qu'on voit qu'en lien avec le terrain, il y a une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des connaissances et un meilleur apprentissage qui se fait au niveau des porteurs de projets. Et si demain tu ne réussis pas, tu as développé des compétences et de la méthodologie aussi pour pouvoir développer d'autres projets. Et des réseaux. Et des réseaux en tant que tel. On pourra revenir sur la notion de réseau. On va y revenir parce avec que l'écosystème. C'est très important et on l'oublie souvent. C'est très mal vu, même souvent en France, cette notion de réseau. Mais on y reviendra. J'ai quelques anecdotes là-dessus. On y reviendra. Deux, trois réactions. La première, c'est, vous l'avez évoqué, la compétition, la concurrence, l'autre avec un grand A, etc. Ça, c'est une singularité de la pensée complexe aussi. C'est de dire, c'est le principe du tiers inclus, comme on dit, et non pas penser toujours tiers exclu. C'est penser et. Voilà, c'est je peux à la fois entreprendre et m'entreprendre, en entreprenant, apprendre, et peut-être que c'est la première... On n'est pas sur le « en même temps », qu'on soit clair là-dessus, on est sur le « et » de pouvoir relier A et B. Encore il a bien vu avec le « en même temps », c'est quand même pas si bête le « en même temps ». Après, il y a plus ou moins... l'incarner. Parfois, on peut l'emmener un peu loin, le « en même temps ». Deuxième réaction que je trouve très, très instructive, c'est on a toujours l'image, allez, je monte une start-up, je vais devenir milliardaire. Ouais. Voilà, à l'américaine. Ce qui donne pas toujours bonne presse à la question de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire en fait de dire ils vont se gameler, on leur vend du rêve et puis en fait il y en a quasiment aucun qui va réussir, ou alors ce sera le joueur du loto, ou alors de dire bah oui, c'est beaucoup plus simple quand on a toutes les conditions initiales au départ, les bons parents, le bon contexte social, le bon réseau, etc., d'entreprendre, versus un gamin un peu isolé, contexte moins aisé, etc., beaucoup moins facile. En fait, tout ça, vous le cassez. C'est-à-dire, vous dites, d'abord, j'entreprends parce que j'ai un désir. Justement, je ne subis pas. Je décide de m'engager. J'ai une intention. Et puis, il y a même une dimension de réparation. Donc, quelque part, ce débat sur le banc de l'école versus dans la street, dans la rue, est-ce que je vais apprendre dans la rue? Bah oui, évidemment qu'on apprend dans la rue. Voilà. Ouais. Et si on mélange les deux, voilà, ça donne, on va dire, le dispositif qu'on a mis en place. Et pour revenir à cette idée de condition initiale, l'idée, c'est pas de se dire il n'y a pas de condition initiale pour pouvoir avancer. Si, on va pas se leurrer, il y a des conditions initiales. Mais justement, certains ont des conditions initiales plus favorables parce que sont dans un environnement, on va dire, propice à l'entrepreneuriat, mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont aller dans cette direction-là. Par contre, si on peut créer des conditions initiales, c'est ce que j'ai montré dans ces clés pour s'entreprendre, la notion de condition initiale. Et le dispositif PIL joue comme condition initiale. C'est-à-dire, tu n'as pas la famille, tu n'as pas les parents. Par contre, tu passes du temps à l'université. Donc, l'endroit où tu es doit t'aider à faire ça. Et en gros, c'est de sortir aussi de la logique. À l'université, on forme pour être fonctionnaire ou pour être salarié. On peut aussi former pour être entrepreneur. Et si on est d'accord là-dessus, donc qu'est-ce qu'on met en place pour favoriser ça? Et les conditions initiales, c'est de pouvoir, côté réparateur, de pouvoir les proposer à tout le monde de façon, on va dire, indifférente. Donc tout le monde a un chargé de projet pour pouvoir, on va dire, être accompagné. Tout le monde a accès aux mêmes ressources. Après, qu'est-ce que toi, tu mets en place pour, on va dire, montrer ton engagement par rapport à d'autres types de projets en tant que tel? C'est là qu'on comprend aussi le sens de la dimension presque service public, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de donner sa chance à tout le monde, de pouvoir tester cette aventure et de pouvoir être accompagné, et ce qui justifie qu'il y ait eu tout ce projet aussi. Et on a des porteurs de projets qui nous ont dit jamais j'aurais entrepris si il n'y avait pas ce dispositif-là, parce que je ne savais pas où aller. Donc ça permet, on va dire, de réparer, et aussi de l'autre côté de donner la possibilité à des jeunes de s'essayer. Et c'est des passages, c'est-à-dire que c'est pas non plus des startups. Alors, on a de belles réussites, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas aller dans ce détail-là. Ce que je veux surtout dire, c'est démythification de l'entrepreneuriat, démocratisation de l'insertion professionnelle par l'entrepreneuriat, qui me semble aussi très important. Et si on sort de cette logique que j'ai évoquée du mal français de tout baser sur la création d'entreprise, si vous prenez un amphi de 100 jeunes et vous leur dites à midi, on se retrouve pour ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, franchement, s'il y en a 5 qui viennent, c'est vraiment le bout du monde. Et ceux-là, ils veulent créer une entreprise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est parler aux 95 autres.
Donc la sensibilisation, c'est pas au choix, c'est dans les cours. 9 heures, tous les étudiants sont là et c'est dans le cadre d'un cours, ils entendent ça. Et là, ils font leur choix. Et là, ils se disent, j'ai envie d'essayer, j'ai pas envie d'essayer. On leur propose de remplacer leur stage par leur projet entrepreneurial. Donc, on va loin, on va dire, dans la démarche avec les outils que l'université nous donne en tant que telle. Et ça donne de belles réussites parce que justement, on ne se focalise pas sur la création d'entreprise, mais auprès de jeunes qui ont des idées. Et des jeunes qui ont des idées, il y en a plein. Il faut les écouter. Et c'est pas une jeunesse qui, en gros, a un poil dans la main, comme je peux souvent l'entendre, ou qui ne sait pas où elle veut aller. Il y en a sûrement, hein, mais il y en a eu à toutes les périodes, hein, à toutes les époques. On a Et puis c'est un état potentiellement gazeux. Et tout à fait. Le poil dans la main et justement, j'ai pas envie de la vie, que ça m'intéresse pas. C'est un choix. C'est un choix. Et de l'autre côté, de donner la possibilité à des étudiants qui ont envie de s'engager sur des valeurs, de pouvoir, on va dire, les écouter. On ne juge pas le projet et on leur donne la possibilité de s'essayer. Et ça encore, je veux dire, tout ça, ce qui m'a vraiment intéressé, bon, je suis désolé, mais j'ai passé mes vacances dessus parce qu'à un moment donné, il faut trouver du temps pour faire de la recherche. Pas que, mais une bonne partie, aussi les nuits. Et donc, de se dire, mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, que ça intéresse et qu'est-ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, toutes ces démarches, tous ces outils. Donc, il y a l'état gazeux versus l'état de cristallisation. Deuxième élément, on va dire, dans la famille d'entrepreneurs, les 3 M. Le modèle des 3 M. Moi, mon projet, mon écosystème. Je vous interromps. On est sur la systémique. J'étais sûr que vous alliez y aller tout de suite. Donc, je vous interromps avant. Mon petit abécédaire, là, je vous donne quelques mots. Prototype. Zigzag. Ouais. Un Z comme zigzag. C'est pas mal. Feedback, vous l'avez évoqué. Et j'ai envie de dire P comme pragmatisme. Parce que ça, c'est pareil. C'est un courant qu'on n'a pas toujours en tête dans le domaine scientifique. C'est la valeur du pragmatisme et du pragmatisme dans la philosophie, la pensée américaine. C'est-à-dire que c'est ça qui aussi nous... Il y a cette dimension-là qui fait parfois d'ailleurs que c'est contesté en disant mais c'est encore un truc à l'américaine, c'est la Silicon Valley, c'est les Zuckerberg, c'est les... Mais c'est d'abord cette vision du pragmatisme, c'est-à-dire le passage à l'action, ça résume tout, hein, ça résume l'action d'abord, la compréhension en marchant, le chemin se construit en marchant, le feedback, le zigzag, de la fois d'avant, le sens qui est derrière. J'ai traité l'ABCD. Et derrière ça, si on peut revenir un petit peu en arrière pour refaire du lien sur cette notion de modèle, les startups type Facebook, Google et ainsi de suite. Ok, pas de problème. Mais derrière, finalement, ça fait peut-être rêver. Mais qu'est-ce qui fait rêver? C'est peut-être la réussite en tant que telle. Mais finalement, c'est quoi la réussite? On peut se poser cette question-là, c'est intéressant. La réussite, il y a plein de formes de réussite. Et on a ce travail avec les étudiants entrepreneurs, de leur poser la question, citez-moi 3 entrepreneurs qui, pour vous, on va dire, sont une référence, un modèle. On est vite dans ces grands noms-là. Et on leur pose la question, et dans votre famille, vous n'avez pas des gens qui... Ah si, j'ai un oncle qui est entrepreneur. Et dans votre quotidien, quand vous allez à la boulangerie, c'est un entrepreneur, c'est pas un entrepreneur. Donc voilà, on les amène, on va dire, à toucher du doigt la proximité de l'entrepreneur et pas que ce soit quelque chose d'inaccessible. Parce que la réussite, on va dire, d'un Facebook, elle s'est pas faite en 5 minutes. Il y a eu plusieurs étapes. Nous, on est dans cette première étape, déjà d'exister en tant que tel, d'exister, d'être reconnu. D'avoir la possibilité, on va dire, de rencontrer des gens, qu'ils acceptent d'avoir un rendez-vous, de passer une première étape, une autre étape. On est dans la politique des petits pas, hein, c'est du pragmatisme. Et donc, cette idée, on va dire, d'ancrer dans le terrain, le modèle doit être aussi quelque chose d'ancré et qui soit, on va dire, à proximité, sur lequel ils peuvent se projeter sans que ce soit, on va dire, inaccessible. Donc, l'idée derrière, c'est à partir, on va dire, de la politique de petits pas, terrain, j'essaye, avec une question simple et fondamentale. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre? Et la réponse qu'on leur apporte souvent, c'est de l'argent. On peut que gagner quand on n'a rien à perdre. Voilà, de l'argent, tu n'en as pas, tu ne peux pas en perdre. C'est le meilleur moment d'y aller. Ouais. Et alors, c'est marrant parce que quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, notamment avec le dispositif PIL, je me souviens d'un politique qui me disait, bon, OK, on va financer votre dispositif, mais franchement, c'est pas eux qui entreprennent. Ceux qui entreprennent,
Ils ont 30, 35 ans, ils ont une expérience, ils ont mis de l'argent de côté. Et c'est eux qui entreprennent. Là, aujourd'hui, on voit dans notre société la place de plus en plus importante des jeunes qui entreprennent, qui font baisser la moyenne d'âge, on va dire, nationale de la création d'entreprises. Et donc, ils ont quelque chose à dire. Et souvent, on pose la question, c'est quoi les projets qu'ils ont, et ainsi de suite. Un projet, c'est la traduction qu'ils ont de leur vision de la société. C'est leur façon de se projeter dans la société. Alors là, on rentre dans les 3 M, le modèle des 3 M, et je vais prendre deux formules pour l'introduire. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Oui. C'est pas mal. Très bien. Et finalement, l'homme raisonnable s'adapte au monde, l'homme déraisonnable veut que le monde s'adapte à lui, si bien que tout progrès provient des hommes déraisonnables. Ouais. Georges Bernard Shaw. Ouais. J'adore cette formule. on est complètement là-dessus, et avec cette idée aussi... Là, on est dans la fabrique de l'entrepreneuriat. On est dans la fabrique de l'entrepreneuriat, avec ce que j'évoquais sur la projection du futur. Où c'est comment je me projette dans le futur? Est-ce que je me projette, on va dire, de façon par rapport à ce que j'ai envie de faire, ou de façon dégradée par rapport à ce que j'ai envie de faire? Donc oui, on est dans le déraisonnable, mais dans le bon sens du terme. Encore une fois, on peut rêver de tout. Absolument. Le principal, alors, les 3 M. Le principal, c'est de trouver des gens avec qui, on va dire, on va pouvoir s'engager, parce que je ne peux pas entreprendre seul. Alors, les 3 M. Les 3 M, donc 3 dimensions. Moi, mon projet, mon écosystème. Déjà, moi, vous chahutez les codes, parce qu'on va dire c'est du narcissisme, c'est pas possible, on peut pas moi, me, myself and I, etc. Et vous dites non, au contraire. Au contraire. Et quand on parle du moi, souvent on m'a dit c'est les compétences entrepreneuriales, tout ça. Ouais. Oui, ok, c'est les compétences entrepreneuriales, il en faut, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la notion d'intentionnalité, c'est cette capacité à un moment donné de savoir qu'est-ce que je fais là et pourquoi je le fais. Et ce travail de fond va être, on va dire, essentiel. Si on ne se pose pas ces questions-là, on reste superficiel. En fait, on est dans une problématique forte du management et de l'entrepreneuriat, la face visible de l'iceberg versus la face invisible de l'iceberg. Alors, là, je me permettrai d'aller sur des éléments d'interrogation, pour dire ça comme ça. On voit de plus en plus de choses sur les émotions, par exemple. Oui. Bon... La singularité. C'est bien, il faut aller sur des choses comme ça, mais attention comment on y va. Il ne faut pas que ça devienne tarte à la crème, parce que c'est le truc vendeur, c'est le truc qui permet de faire des publications, et ainsi de suite. Il y a, en gros, et c'est là que ça devient intéressant, je pense, la pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité pour aller un peu plus loin. Il faut qu'on se rapproche, on va dire, de gens qui sont spécialisés dans le domaine. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la connaissance, ils évitent qu'on aille, on va dire, sur des sentiers qui sont périlleux pour nous, qui ne sont pas maîtrisés. Ce n'est pas parce qu'on va prendre la première lecture dans un domaine que ce sera la bonne lecture, on le sait très bien. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez en tête là ? Il faut, on va dire, on a un côté excursionniste qui doit être fait, mais on ne doit pas le faire n'importe comment. Le risque derrière, c'est de prendre le premier ouvrage qui nous tombe sur la main dans un domaine sur les émotions, par exemple, et puis d'être séduit par rapport à ça et de tomber dans un peu du charlatisme ou ce qu'il peut y avoir derrière. Non, on est sur des sciences, donc on doit aller sur des choses qui sont robustes. Et donc, pour ça, il faut aller voir les experts. C'est qui les experts ? C'est les chercheurs dans ce domaine-là. Donc, mon appel, il est à ne pas, on va dire, faire seul dans son coin, mais de pouvoir se rapprocher d'experts dans le domaine pour pouvoir travailler ces notions-là, travailler ces dimensions qui sont importantes. Et en plus, on gagnera du temps, parce qu'ils les connaissent. Et ça évitera de tout réinventer. Et ce qui va avec. Et alors, le rapport avec le moi ? Et le rapport avec le moi, ça va être cette dimension, on va dire, très personnelle du cheminement que j'ai pu faire. Vous avez notamment travaillé sur les compétences psychothérapeutiques pour accompagner l'entrepreneuriat. Et derrière ça, par exemple, j'ai en tête l'exemple d'Étienne. Il se retrouve à un moment donné avec un bel article dans la presse. Il fait des t-shirts en 4 cases, en bande dessinée sympathique. Comment ouvrir une canette de bière sans décapsuleur. Voilà, des choses très pragmatiques. Donc, il fait 3-4 déclinaisons de ce t-shirt-là. Il commence à en vendre, il en vend 5000. Et il y a, c'est très bien, et il y a une structure d'accompagnement qui le sollicite. Et donc, il va le voir pour discuter avec lui. On va t'aider à monter une entreprise pour vendre des t-shirts.
Donc lui, il est jeune, il est séduit parce qu'on s'intéresse à lui, il commence à travailler avec cette structure d'accompagnement. Et puis, dans un cadre personnel, je me retrouve, on va dire, à le rencontrer et on discute. Et il m'apprend que ça ne se passe pas très bien avec la structure d'accompagnement. Donc, je lui ai proposé qu'on ait un petit temps à un autre moment pour discuter. Et la discussion était très intéressante parce que, en gros, la structure d'accompagnement l'amenait à créer une entreprise par rapport à ce qu'il produisait. Mais finalement, c'était pas lui, ça. Mais il n'arrivait pas à exprimer c'était quoi vraiment son projet. Du coup, on a travaillé sur des choses très simples. C'est quoi le premier projet dont tu te souviens? Et là, il commence à me parler avec son grand-père, qui est ébéniste. Il travaille le bois, ça sent bon la cire, ça sent bon le bois. Et ils sont en train de designer un objet, ils sont en train de travailler. Et je lui dis, c'est quoi le dernier projet que tu as fait? Le week-end dernier, j'ai travaillé sur du design autour du mobilier, de chaises et ce qui va avec. Là, on continue à creuser. Et derrière, son intérêt, son besoin, c'est le design. Donc, la vente de t-shirts, c'est qu'un support par rapport à du design. Donc, il était en train de se faire enfermer parce qu'on s'intéressait à lui sur un projet qui n'était pas le sien. Mais il n'arrivait pas à l'exprimer. Voilà, en gros, le moi où on se situe en tant que tel. Ou un autre exemple, un porteur de projet qui est sur une levée de fonds et qui considère que syndrome de l'imposteur, et que finalement, là, il n'est pas à la bonne place et qu'il est en train de duper tout le monde et qu'il n'a pas le niveau pour pouvoir faire les choses et que finalement, ça prend des proportions trop gros, trop énormes et que tout va foirer. Et il est en train de faire sa levée de fonds à ce moment-là. Tous les paramètres sont rouges, on va dire, pour foirer la levée de fonds. Et donc, le travail qui a pu être fait avec lui, c'est justement de prendre conscience, en gros, du travail qu'il a pu faire, de ce qu'il a apporté, et pas simplement, on va dire, de me retrouver dans un projet qui n'était pas le sien au départ, et de se dire qu'il a apporté des choses et que ce n'était pas simplement le projet de quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est... un vrai accompagnement psychologique. Là. Voilà, un vrai accompagnement, mais qui, finalement, chaque projet a une singularité. Encore faut-il l'écouter, mais on n'est pas souvent équipé, même rarement équipé, lorsqu'on est en entrepreneuriat pour aller sur ces dimensions-là. Alors là, on est dans l'articulation moi, mon projet. Oui. Et mon projet, mon écosystème. Oui, mais je reviendrai quand même sur mon projet. Parce que finalement, c'est souvent notre point de départ. Lorsqu'on va voir des porteurs de projets, des étudiants, lorsqu'ils viennent nous voir, finalement, c'est le projet. C'est la face visible de l'iceberg. Et derrière le projet, c'est de pouvoir aller sur ces dimensions du moi et de l'écosystème. Donc, le projet, c'est pas simplement avoir une idée. Le projet, c'est aussi non seulement de la structurer, mais aussi de la communiquer. Et donc, cette relation structuration, c'est moi, mon projet, et communication, c'est mon projet vers l'écosystème. Et la structuration, ça a l'air de rien, mais on fait un exercice très simple. En une phrase, définissez votre projet. Et des fois, on prend 2-3 heures pour définir la phrase en tant que telle, parce que le choix des mots va être très important. Le choix des verbes d'action. Toute entreprise qui a essayé de formuler sa raison d'être a exactement le même problème. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais souvent, on va l'éclipser, parce que c'est plus simple de faire comme si, finalement, c'était clair, et d'avancer. C'était évident. C'était évident. Et un bel exemple que j'avais en tête, un de nos partenaires, un financeur, reçoit 3 porteurs de projets, et c'était un peu compliqué. Il m'a dit, est-ce que tu peux pas nous aider? Parce que là, on sent que dans la définition du projet, c'est pas très clair. Donc, je les ai reçus. Ce n'étaient pas des étudiants, mais je les ai reçus. Et je leur ai dit, on va faire un exercice très simple. Vous allez écrire en une phrase votre projet. Donc, chacun a pris le temps d'écrire. Je leur ai donné des consignes, des éléments aussi de réflexion par rapport à ça. Et une fois que chacun avait sa phrase, il l'écrivait au tableau. Et les autres, on va dire, commentaient la phrase. On est sur le même objet, il n'y a pas de problème. Sauf que l'objet, en fonction de celui qui va le regarder, va pas être le même point d'entrée. Donc finalement, ils sont sur le même objet, mais ils ne sont pas capables d'en parler de la même façon. Donc du coup, chaque fois qu'ils sont en réunion avec des personnes extérieures, ça ne colle pas, parce qu'il y en a un qui reprend, parce que ce n'est pas exactement ça, ou s'il ne reprend pas, sort frustré de la réunion, et donc du coup, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc il y a un travail de cohérence et de robustesse qui est important.
Et si on revient sur ce que vous avez dit au début, sur la complexité et le côté compliqué, avec en gros deux approches différentes, de nature différente, de problèmes différents, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Si on prend, on va dire, état gazeux et état de cristallisation, on est beaucoup plus sur, on va dire, déroulé comme sur du papier à musique. Et dans l'état de cristallisation, on sait où on va. Il vaut mieux savoir où on va, d'ailleurs. Et l'état gazeux, on est sur les fondations, et il faut que les fondations soient robustes. Mais vous voyez bien que si vous êtes sur l'état de cristallisation, ou pensez être sur l'état de cristallisation, mais que vos fondations ne sont pas robustes, ça va fragiliser le projet. Et du coup, les indicateurs ne sont pas les mêmes. Sur la partie création d'entreprise, ça va être la création d'entreprise, le levée de fonds, et ainsi de suite, des indicateurs techniques. Nous, nos indicateurs sont différents. Cohérence, robustesse. La cohérence, elle est interne et externe. Cohérence interne, c'est pas le plus difficile. C'est-à-dire qu'en gros, si je suis pas d'accord avec moi-même, je veux même pas aller voir quelqu'un d'autre. Mais avant d'aller voir quelqu'un d'autre pour présenter son projet, il faut bien que je réalise ce travail de mise en cohérence interne vis-à-vis de moi-même pour être capable de présenter le projet à l'extérieur. Donc, cohérence interne et cohérence interne aussi avec les porteurs de projet si on est plusieurs. Cohérence externe, de pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Donc, si on considère qu'on n'est pas entrepreneur si on n'existe pas dans l'œil de l'autre, une des premières choses qu'il faut faire avec un projet, c'est d'aller sur le terrain. Terrain. Et encore une fois, qu'est-ce que tu es prêt à perdre? De l'argent, tu n'en as pas, du temps. Voilà. Donc, si tu n'es pas prêt à perdre du temps pour ton propre projet, ça veut dire que tu ne t'engages pas dans ton projet. Et donc, du coup, les gens ne vont pas te suivre. Si tu t'engages et tu montres, tu es capable de t'engager et tu montres ton engagement, à ce moment-là, on voit ton engagement et l'évolution de cet engagement et à un moment donné, on va pouvoir s'engager avec toi. Donc, ces éléments sont pas neutres. Donc, si je vais voir les personnes à l'extérieur, il faut que je sois capable de leur raconter quelque chose. Il faut que je sois au clair avec moi-même qui je suis et ce que je veux. Donc, c'est tout le travail qu'on fait avec les porteurs de projets. Et les retours sont très positifs. On nous dit toujours, c'est très professionnel, la façon dont ils se présentent, et ainsi de suite. Parce que derrière, on leur donne des outils. On leur donne des outils pour qu'ils puissent réfléchir sur leur projet, qu'ils puissent creuser et qu'on n'ait pas l'impression d'un projet d'étudiant. Et ne pas donner l'impression d'un projet d'étudiant, c'est très simple, entre guillemets. C'est je vais sur le terrain. Plus je me confronte, plus je suis capable, on va dire, de répondre aux questions qui me sont posées. Il y a une confiance aussi. Et il y a une confiance qui se met en place. Et quand on fait ce travail-là, et on le fait des centaines de fois durant l'année avec des porteurs de projets, c'est quoi derrière? Combien d'étudiants sont passés par le PIL? Actuellement, on en accueille plus de 600 par an. 600 étudiants entrepreneurs. Je crois qu'il y a plus de 5500 étudiants entrepreneurs qui sont passés par... On a commencé, il y avait 4 étudiants entrepreneurs. On allait les chercher quasiment. Viens dans le programme, il y a un truc pour toi là. Et voilà, aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que je peux dire qu'on est numéro 1 au niveau national. Ça fait, depuis que le statut étudiant entrepreneur existe, ça fait 10 ans. Mais je voudrais quand même finir sur cette dimension-là, sur cette idée de cohérence. Donc, la cohérence, ça veut dire de travailler avec l'autre et le retour que le porteur de projet peut avoir vis-à-vis de ce travail sur le terrain, de se confronter, c'est estime de soi et confiance en soi. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Parce que il n'y a pas de grande victoire avec j'ai créé une entreprise tel jour. Et je dirais même ce jour-là, le jour où j'ai créé l'entreprise, c'est maintenant que ça commence autre chose et qu'il va falloir rentrer du chiffre d'affaires et ainsi de suite. J'aurais même pas le temps d'apprécier. Et si je me dis que cette victoire, c'est la création d'entreprise, ça veut dire que j'ai terminé et il ne se passe rien après. Donc, on n'est pas là-dessus et c'est des petites victoires. Les petites victoires, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça va être potentiellement un rendez-vous avec Jean-Philippe Denis pour pouvoir présenter mon projet pour quelqu'un. Pas rêver quand même. Qui m'accorde du temps. Et c'est ça qui est important. Ces étudiants entrepreneurs-là, on trouve du temps pour présenter les projets dans l'écosystème et de les faire connaître auprès de l'écosystème. Alors, on va y venir sur l'écosystème. Mais d'abord, cette relation, moi, mon projet, et ça, je pense que c'est très, très important, c'est ce fameux futur qui donne du sens au présent. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette dimension projective, lien avec projectique, dans cette dimension projective où, en fait,
rien n'est, comment dire, rien n'est donné, tout est à construire, Tout est à construire. nous dirait Bachelard. Voilà, le problème est à construire. Et c'est là où on voit tout le sens, justement, de cette mécanique. C'est-à-dire que rien n'est gravé dans le marbre, rien n'est prédéterminé, on peut se réinventer, etc. Et quelque part, on est juste bridé par son imagination, quoi. C'est un peu ça le message. Et clairement, et je dirais dans cet état gazeux, encore une fois, ça ne prend que du temps. Ça ne coûte rien financièrement. Le temps de rêver. Il faut Voilà. s'offrir le luxe, de Exactement. s'offrir le temps d'imaginer. Mais il ne faut pas perdre de vue l'importance de l'écosystème et de le rencontrer rapidement. On y vient maintenant. L'écosystème. Ça, c'est le moment où je pars, je rentre dans la théorie des parties prenantes. Là. Exactement. Je vais ma rencontre vers l'autre. Oui. Et on n'est pas dans quelque chose de linéaire. C'est se dire, voilà, je vais travailler sur mon projet. C'est hyper ficelé. J'ai un plan d'affaires, 50 pages. Et puis, je vais aller voir l'écosystème. Si on fait ça, on est mort. Pourquoi on est mort? Parce que, en gros, en tout cas, notre façon de voir les choses, c'est qu'un écosystème, c'est un travail de co-construction qui se fait avec les acteurs de l'écosystème. Donc, si vous venez avec un projet déjà ficelé, terminé, vous êtes dans une posture, on va dire, binaire. Il prend ou il ne prend pas. Donc, ça ne collera pas. Et s'il n'arrive pas à se projeter dans votre projet, il ne va rien se passer. Donc, on reprend, on va dire, dans l'état gazeux. Alors, dans l'état gazeux, on rencontre l'écosystème. Et c'est hyper intéressant parce qu'on n'a rien à leur vendre. Par exemple, un financeur, on leur dit aux porteurs de projet, c'est le meilleur moment d'aller voir un financeur, c'est quand vous ne demandez pas d'argent. Le jour où vous demandez de l'argent, il va être en posture de décision, et donc l'écoute ne sera pas la même, les attentes ne seront pas les mêmes. Donc, et on sera dans une décision quasi binaire, 0-1. Oui, non. Donc là, en gros, on fait venir les acteurs de l'écosystème pour qu'ils rencontrent les porteurs de projets. Et les porteurs de projets, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont découvrir des personnes, leur vision et la vision aussi de leur métier. On leur fait rencontrer des banquiers, on leur fait rencontrer des business angels, des experts comptables, pour qu'ils comprennent c'est quoi leur métier et qu'est-ce qu'ils attendent vis-à-vis d'un projet. Et quand ils présentent leur projet, le risque pour eux, il est faible, et voire même c'est très positif parce qu'ils vont recevoir beaucoup d'informations sur les attentes qu'ils peuvent avoir sur des points d'alerte. Attention, là, demain, si vous êtes sur ce type de projet, les trésoreries, c'est vraiment très important de regarder ça d'un peu plus près. En termes de brevets, est-ce que vous avez pensé à faire telle et telle chose? Donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place dans ce moment, on va dire, d'échange. Et mieux encore, c'est que, j'ai évoqué aussi le retour confiance en soi, estime de soi qui est important, mais mieux encore, c'est que si on regarde un porteur de projet, notamment nos étudiants, ils n'ont pas d'écosystème professionnel. Ils ont un écosystème personnel, familial, amical, et ils n'ont pas une activité professionnelle qui est relativement forte. Donc, pour l'instant, c'est proche de zéro, on va dire, au niveau d'un écosystème professionnel. Donc, l'idée derrière ça, et ça on l'a appris aussi nous sur le terrain, et qu'on s'est donné ce rôle-là, c'est de dire on a un rôle à jouer pour animer l'écosystème local, pour amener l'écosystème dans nos activités, qui puisse échanger avec nos porteurs de projets. Donc on a différentes activités, donc des activités en petits comités, peu de personnes, jusqu'à une activité qu'on fait chaque année qui s'appelle le Grand Oral du Pile, où là, sur la semaine, il y a plus de 100 étudiants entrepreneurs qui pitchent, une cinquantaine d'acteurs de l'écosystème qui sont là, avec une particularité, c'est 1 minute 30 de présentation du porteur de projet, 1 minute 30 de questions et 0 minute de réponse. 0 minute de réponse. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'amener le porteur de projet à écouter les remarques qui sont faites. Ouais. On est au début d'un projet. Donc, le projet, il n'est pas robuste. En tout cas, pas encore suffisamment robuste. Donc, il y a des chances que le premier qui intervienne soit pas forcément, on va dire, en accord, ou il trouve des failles dans le projet, et donc, il l'attaque un petit peu. On est toujours dans un côté bienveillant, je rassure, mais on pose des questions qui peuvent interpeller. Le porteur de projet va passer son temps à se défendre. Si la personne n'a pas compris le projet, il va essayer de lui réexpliquer, de rationaliser encore une fois le projet, et ainsi de suite. Donc, on va perdre un temps fou à essayer, on va dire, de répondre aux questions ou de réexpliquer le projet pour une personne. Et tous les autres ont des questions qui sont intéressantes, qu'il faut entendre et qu'on n'aura pas entendues. Donc, et ça, c'est de l'expérience aussi. Je me suis retrouvé une fois dans un colloque
j'étais la variable d'ajustement au colloque, il fallait à 12h30 finir parce qu'il fallait aller au repas. Vous avez le droit à une question. Et la personne qui a posé la question, c'était pour sortir qu'est-ce que lui faisait dans la vie. Ouais. Donc, une perte de temps. J'ai perdu ma journée, j'ai fait 300 km pour rien. Et donc, je me dis, il vaut mieux avoir beaucoup de questions et les écouter. Et on a un temps de debriefing après, un temps de réseautage où tout le monde reste après, on échange autour d'un verre et on va pouvoir discuter, échanger et aller vers les personnes qui ont posé les questions. Mais c'est important parce qu'en fonction des questions qui sont posées, on comprend ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas, premièrement. Deuxièmement, en fonction des questions qui sont posées, on verra aussi derrière quels sont les types de questions qui sont posées, quels sont les points d'achoppement qu'il peut y avoir. Et c'est soit les gens ne comprennent pas du tout, soit ils comprennent très bien, ça permet d'aller plus loin dans les questions. Et souvent, il y a l'entre-deux. On voit dans les questions, certains n'ont pas vraiment compris, d'autres qui ont compris. Donc, ça veut dire que j'ai parlé peut-être qu'à une partie de la salle. Je n'ai pas réussi à généraliser mon propos. Voilà, ça donne plein d'indications qui vont nous permettre après de faire du retour d'expérience auprès des porteurs de projets. J'évoquais autour de cette question de l'écosystème, je vais vous prendre quelques mots-clés encore là. J'aime bien mon histoire de mots-clés. Et autour de cette question d'écosystème, d'abord, écosystème-environnement. C'est-à-dire que finalement, l'environnement n'est plus donné. Et là, à nouveau, on est vraiment dans une lecture constructiviste. L'environnement, il se construit en marchant, il va dépendre de mon projet. C'est-à-dire que mon écosystème pertinent, selon la nature de mon projet, ça ne va pas être le même. Voilà, on l'élabore j'imagine pour des étudiants, c'est une richesse inouïe ça, parce qu'on prend conscience qu'on a un environnement qui est porteur de ressources, qui est porteur d'opportunités, qui est porteur de menaces potentiellement, voilà, et tout ça, ça forme aussi sacrément sur cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Parce que j'ai entendu un autre élément très important qui justifie aussi tout cet investissement dans le programme Pépite, c'est ça bénéficie à l'écosystème. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que ça régénère des écosystèmes et c'est aussi dynamiser le territoire, une relation au territoire. T comme territoire, j'avais là. Juste quelques chiffres. Sur les 5 dernières années, c'est 19 millions de levées de fonds qui ont été faites par des porteurs de projets qui sont passés par chez nous. C'est plus de 600 emplois salariés qui ont été créés. C'est plus de 700 entreprises qui ont été créées. Donc, tout ça, là, c'est clair que ça crée une dynamique sur le territoire. Et c'est important. Du coup, ça donne, on va dire, à réfléchir justement sur le lien avec l'écosystème, le lien avec le territoire. Et pas simplement de se dire, il suffit que les gens tapent à la porte et ils vont présenter leur projet. Non, il faut créer la dynamique pour que les gens ont l'habitude de faire du projet. Je ne connais pas un entrepreneur qui a réussi du premier coup. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il s'essaye. Et si, en gros, il peut s'essayer à l'université, ou en gros, souvent, c'était avant, tu passes ton bac d'abord, maintenant c'est fini ton master et tu feras pour entreprendre, mais pourquoi on ne peut pas, on va dire, le faire pendant les études? Voilà, c'est ce qu'on a voulu, on va dire, faire, de ne pas être dans une logique linéaire, mais de le mettre pendant les études. Et l'idée de le mettre pendant les études, c'est quoi? C'est de permettre de se faire une expérience jusqu'à remplacer le stage par le projet entrepreneurial et de le valoriser en tant que tel. Donc ça veut dire que on est dans des logiques gagnant-gagnant. Si l'étudiant arrête son projet, il n'est pas en difficulté par rapport à son diplôme, parce que c'est la priorité avant tout. Sinon, les collègues nous enverraient même plus d'étudiants en tant que tel. Et ça permet aussi, on va dire, d'amener des projets dans l'écosystème où les structures d'accompagnement vont directement, on va dire, au lieu d'aller chercher des projets, essayer de trouver des gens qui sont intéressés, ils ont déjà les projets qui sont sur place. Donc, tout le monde est gagnant. Et aller à l'université, tout le monde nous le dit, on ne sait pas où il faut aller, à quelle porte il faut frapper. Je parle des structures d'accompagnement. On veut sensibiliser, mais on ne sait pas comment faire. Vous embêtez pas, on le fait. On le fait. Et vous avez juste à faire une chose, c'est de donner du temps pour écouter les porteurs de projets et les challenger. Et ça, c'est, on va dire, pour reprendre l'ouvrage Une nouvelle perspective en entrepreneuriat, cette notion de communication. Cette notion de communication... Vous m'avez piqué mon C, là. C'est comme communication. C'est comme communication. et cette notion de communication, elle est essentielle. Ouais. Donc, un porteur de projet qui travaillerait dans son coin pour faire du business plan enfermé et à un moment donné va sortir pour rencontrer l'écosystème, on a dit c'est pas bon. Ça marche pas. Il faut le faire dans une logique de co-construction au fur et à mesure. Donc ça veut dire que je dois être capable de communiquer et communiquer rapidement.
Et donc, ça veut dire que nous, nos étudiants entrepreneurs, 15 jours, 3 semaines, ils sont sur le terrain. On identifie avec eux des porteurs des acteurs de l'écosystème à rencontrer pour avancer. Et s'il faut, on prend notre téléphone pour organiser le rendez-vous. On ne fait pas le rendez-vous. On ne va pas avec eux au rendez-vous, mais on facilite ces éléments-là. Et ça, on l'a compris avec un très beau projet au tout début du PIL, où ils faisaient des lunettes en bois. Et on a compris que l'écosystème était important, ça on le savait, mais que de l'organiser, ça permettait d'accélérer la création de valeur sur le territoire par rapport à l'idée que lui-même, en tant que porteur de projet, découvre les acteurs de l'écosystème, se fasse son expérience et puisse avancer. Donc, c'est pas lui mâcher le travail, c'est de lui permettre, en gros, de mettre... C'est un peu comme un sportif de haut niveau. Il faut l'environnementer, ou des faits autour d'un berceau. Il faut donner les conditions pour qu'il puisse avancer. Ça peut ne pas aller loin, mais on s'est donné, on va dire, les moyens d'essayer. Et aujourd'hui, on a un tel niveau de confiance avec les structures d'accompagnement qu'eux-mêmes viennent parce qu'ils savent que c'est important pour tout le monde pour avancer. On va parler des structures d'accompagnement, mais avant, j'ai encore un petit mot, ou plusieurs d'ailleurs, petits mots d'abécédaire. J'ai envie de dire O comme orchestre. Oui, mais parce que je dis aussi ce que j'ai envie de dire. Apparemment, c'est une émission libre, il paraît. Oui. Et donc, oui, on construit l'écosystème. Ouais. Et que lui, l'environnement, il est donné. Et donc, c'est ce que je ne peux pas maîtriser. Par contre, l'écosystème, c'est moi qui le construis. Et je construis, et le construire, c'est identifier les personnes avec qui je veux travailler. C'est aussi savoir ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Parce qu'on revient tout à l'heure sur la notion du moi. Absolument. Alors, mon O comme orchestre. Orchestre. Alors, il y a une petite... il y a une raison pour laquelle j'évoque ça, quand même. C'est que je vous écoute, là, depuis tout à l'heure, et je me dis, comment on fait prendre conscience que, finalement, nous vivons dans une société d'organisation. Nous vivons dans un monde d'organisation. C'est pour ça que la gestion, c'est important, parce que gérer, c'est bien, gérer des organisations. Mais il a fallu les créer. Et toute forme de création, c'est bien un acte entrepreneurial. C'est moi, mon projet, mon écosystème. J'ai envie de dire dans tous les domaines. On est d'accord. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On ne serait pas là assis l'un en face de l'autre s'il n'y avait pas un projet entrepreneurial derrière, quel qu'il soit. Que ce soit celui de Carn.info. Ça marche aussi pour le mariage. Absolument, ça marche aussi pour le mariage. Et donc, cette idée de moi, mon projet, mon écosystème, pour moi, c'est la plus petite unité pour parler d'entrepreneuriat. On a souvent considéré que c'était l'entrepreneur ou que c'était le projet. Des fois, c'était l'entrepreneur et le projet. Si on prend les travaux de Sarasvati sur l'effectuation, ils sont intéressants. Mais il manque des dimensions. Et j'ai regardé toute la production scientifique de Sarasvati. Et on avait souvent, on va dire, cet artefact. On avait cette relation des fois du moi et de l'artefact, des fois de l'artefact avec l'écosystème. Mais les trois ensemble, non. Et je ne sais pas pourquoi il lui manquait cette dimension-là. Et je trouve que cette dimension-là, elle est essentielle et elle n'est pas linéaire. C'est un triangle. C'est-à-dire qu'on est sur une interaction systématique, on va dire, entre les trois. Et l'écosystème, on le pense dès le début. C'est pour ça qu'on fait des rencontres avec l'écosystème dès le début et pas quand on a besoin. Pour mieux comprendre, c'est quoi le rôle de chacun. Et puis la confiance, ça se construit. C'est là qu'elle se construit aussi. Et exactement. Donc l'idée de l'orchestre, c'est quoi? C'est que un entrepreneur, c'est un orchestre. Ça veut dire qu'il va donner du sens par rapport déjà à son idée en tant que telle. L'idée, c'est pas, on va dire, je cueille un fruit qui est mûr, donc une donnée, mais bien une construction. Et cette construction, alors ça fait toujours rigoler parce que en fait, quand on regarde toute la littérature, je parle de la littérature un peu romancée des entrepreneurs sur la vie de Bill Gates, sur la vie de Steve Jobs et ainsi de suite, il y a toujours ce moment précis où les choses se font. Ça, c'est de la rationalisation a posteriori. C'est tout votre message. Ça, c'est complètement absurde de penser qu'on découpe le temps. La notion de succès est totalement relative. Parce que il faut un marqueur, donc on en trouve un. Voilà. On les reconstruit, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe, et même on peut aller plus loin. Il y a toujours des seconds rôles. Il y a toujours des seconds rôles, et c'est mon ami Louis-Jacques Fillon qui avait fait un ouvrage là-dessus sur les seconds rôles. Et c'est vrai, il y a des seconds rôles qui existent, qui ont une importance dans la vie des uns et des autres, qui ne sont pas visibles. Mais ces seconds rôles, s'ils ne sont pas là, ça ne permet pas d'avancer. Et donc, c'est un peu tout ça qui nous intéresse, c'est la face cachée de l'entrepreneur, la partie inconsciente, l'écosystème, son rôle, son poids, les personnes qui sont de proximité, qui vont jouer ce rôle-là. Si on comprend les mécanismes qui font que
on peut, on va dire, retravailler ces conditions-là et aussi enseigner, mais on peut aussi, on va dire, inciter les gens à aller dans cette direction-là. Les fameuses 7 clés pour s'entreprendre, pour reprendre le Cette clé titre d'un de vos ouvrages. Et derrière, ce qu'on évoquait sur une date précise, Ouais. si c'est une date précise, tout le monde va chercher ce moment précis, ce moment, ce déclenchement. Désolé, c'est un peu biblique. Hein. Je veux dire, au début, il y avait le verbe avec la création. On est un peu dans cette idée-là d'une création clairement datée. Par contre, le garage. voilà. Et donc, on ne peut pas reproduire ces moments-là. Par contre, si on sait qu'il y a un second rôle, si on sait le rôle de l'écosystème, si on sait qu'on ne réussit pas la première fois, ainsi de suite, ça nous donne des possibilités, on va dire, pour mettre en confiance aussi les personnes en situation. C'est-à-dire que, OK, ne te prends pas la tête. De toute façon, ton projet, il va avancer, il va évoluer, il va pivoter. Ça ne sert à rien de se dire, parce que j'entends souvent ça, je ne suis pas prêt, je ne peux pas aller voir les acteurs de l'écosystème. Mais tu n'es jamais prêt, hein. Il y a toujours quelque chose à revoir. Et donc, on a travaillé sur les drivers inconscients, par exemple. Dans les drivers inconscients, sois parfait. Sois parfait. Donc, ça veut dire que je suis pas bon, il faut encore que je travaille. Et donc, du coup... Ça, c'est vrai dans tous les domaines. Hein. Bien sûr, mais justement, prenons les outils qui existent à différents endroits, appliquons-le dans notre domaine, et on a, on va dire, des résultats tout à fait intéressants. Donc, l'orchestre, c'est donner du sens, partager ce sens et de faire quelque chose d'harmonieux. Donc d'harmonieux, c'est comme harmonie. C'est la cohérence que j'ai évoquée tout à l'heure, que ce soit cohérent auprès des autres. J'espère qu'on fait bien passer ce message-là, hein, de cette dimension très régénératrice de ce chemin de l'entrepreneuriat. Et très stimulante. Enfin, je veux dire, on pourra demander aux uns et aux autres de faire des remarques sur les réseaux sociaux. S'ils n'ont pas compris, on refait 1h30. Et on recommence. Une autre masterclass. Après, c'est ma posture, bien sûr. Hein. C'est une posture, on va dire, au monde. C'est une posture où, en gros, on est volontariste, où l'idée, c'est qu'on peut construire les choses. Le monde nous appartient dans une certaine mesure, pas tout, mais dans une certaine mesure. À nous, on va dire, de le mettre en musique. Et je pense que c'est important de le passer auprès des jeunes pour qu'ils puissent construire leur posture au monde. Je ne dis pas qu'ils doivent avoir la même que la mienne, loin de là, mais que ça les aide à construire leur posture au monde. Et on a des jeunes formidables. L'idée de construire cet écosystème, un jour, un jeune, il me dit, bon voilà, il commence à vendre, il est référencé sur les différentes applications, tout ça. T'as fait comment ? J'ai trouvé quelqu'un à Google France qui m'a donné des conseils. T'as un contact ? Non, j'en avais pas, mais j'ai tenté ma chance et la personne m'a répondu. Voilà. Et c'est ça qu'on dit. C'est pas évident à faire passer cette idée-là. Hein, ouais, mais qu'est-ce que ça te coûte d'essayer ? On n'y pensait même pas. Voilà. Ouais. Et en fait, il suffit de tester et on découvre plein de choses. Quoi. Mais c'est quoi ? C'est l'autocensure qu'on a. Ouais, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, donc je ne fais pas. Si tu essayes, ça te coûte quoi ? Au mieux, on va dire un peu de temps. Au pire, c'est un mail, on va dire, qui est rédigé à un moment donné, qui n'aura jamais de réponse. Peut-être qu'il y aura une réponse. C'est un peu des fois une bouteille à la mer, mais si on ne la lance pas, on tombera sur personne. On est sûr de rien trouver. Alors maintenant, l'accompagnement. Alors l'accompagnement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je voudrais qu'on traite d'accompagnement. Ces fameuses clés pour s'entreprendre, parce que s'entreprendre, là, c'est tout ce qu'on dit, ça nous met aussi en fragilité, ça nous met aussi en doute, ça nous confronte à l'incertitude, c'est compliqué. Et j'ai envie de dire qu'il y a des structures, enfin voilà, il y a une littérature qui est perspective en entrepreneuriat, il y a une académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation, il y a une revue, la revue de l'entrepreneuriat, enfin on voit toute la dimension. Comment aussi l'RPME, l'Association internationale de recherche en PME, avec la RIPME, Revue internationale PME. Absolument. J'en étais le président, donc si je n'en parle pas, je me ferai tuer par la nouvelle présidente. Donc, mes excuses de ne pas avoir cité d'emblée la RPME. Cette dimension accompagnement, qui est quand même, donc on voit vraiment tout ce travail qui actuellement est fait autour de cette idée, il faut accompagner. On est dans un moment où, par ailleurs, quand on discute un peu, on est de moins en moins jeunes, vous comme moi, vous êtes peut-être un peu plus jeune que moi. On y travaille tous les jours. Mais on est de moins en moins jeunes. Quand même, on a des jeunes pour qui la projection dans l'avenir aujourd'hui n'est pas toujours évidente. On a la crise climatique, alors après la crise climatique, on prend la crise sanitaire, après on se retrouve confiné, après le confinement,
on se retrouve avec un monde qui se fragmente, où on explique que on ne sait pas si on va pas prendre un missile nucléaire sur la tête. C'est quoi la prochaine guerre? C'est quoi la prochaine guerre, etc. Et puis alors, comme si tout ça suffisait pas, on vous explique que demain, de toute façon, faut plus faire d'études, qu'il y a l'IA générative et qu'en gros, ça va remplacer les emplois. Et donc, en fait, personne ne sait où on va, comment, etc., etc. Donc, si on essaye de mettre un peu en pratique ce qu'on vient de dire, c'est aujourd'hui, vous avez des étudiants qui viennent vous voir, qui vous disent ah, je suis complètement paumé là, j'ai même pas passé un bac normal parce que j'étais confiné. Là, j'ai l'impression que demain, la Terre peut s'effondrer, qu'il fera 50 degrés dans. Est-ce que ça nous redonne un peu d'optimisme? Comment vous accompagnez ces processus vers l'entrepreneuriat? Et évidemment, quel avenir à l'heure de toutes les transformations technologiques actuelles? En fait, ça résume bien tout ce qu'on a dit juste avant. Soit, bien sûr, il y a tout ça et il n'y a pas de différence pour nos étudiants entrepreneurs. Soit, en gros, on est passif, ou soit on est actif. Voilà, pour faire simple. Et eux, ils ont envie d'être actifs, ils ont envie d'avoir un impact sur la société. Ça, c'est aussi un changement qu'on a pu constater ces dernières années, cette volonté d'avoir un impact sur la société, modestement, de pouvoir apporter des choses. J'ai en tête, on va dire, une jeune femme qui a monté une entreprise sur la récupération de pain pour le reconditionner, pour en faire des biscuits salés ou sucrés. Et voilà, je veux dire, comment modestement je vais pouvoir participer. Amener ma petite pierre. Ma petite pierre. C'est clair que tout ce que vous avez dit sont des choses qui relèvent peut-être plus de l'environnement, que je ne maîtrise pas. Donc, soit je fais rien en attendant l'apocalypse, ou soit j'apporte ma pierre à l'édifice et je travaille sur ce que je maîtrise. En fait, c'est ça l'entrepreneuriat, déjà, c'est de pouvoir utiliser des ressources qu'on maîtrise. Et c'est aussi pour ça que nous, on peut les aider à amener des ressources qu'ils n'ont pas forcément. Donc, derrière ça, c'est un engagement aussi de nos porteurs de projets, et on le voit. Leur projet, c'est leur projection de la société. On voit l'évolution des projets. L'IA, aujourd'hui, a fait son arrivée dans dans les projets de nos étudiants entrepreneurs. Et quel que soit le type de projet, c'est notre capacité, on va dire, à les écouter. L'écoute, elle est vraiment très importante dans notre travail. Parce que derrière, ils sont jeunes, ils n'ont pas confiance en eux, ils ont un projet, ils se disent, bah là, il n'y a personne qui va me croire. Donc ça veut dire que si on vient et on juge le projet, il ne se passera rien. Et très rapidement, ils auront du bouche-oreille, ils sauront qu'ils sont jugés, ils ne viendront même pas nous voir. Ils viennent parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas jugés. Et ça, c'est vraiment essentiel. Tant qu'on est dans quelque chose de légal, on va dire ça, réglementé, on peut travailler, faire des projets en tant que tel. Donc si le projet est bizarre, entre guillemets, mais que derrière, c'est sa façon de voir les choses, on va l'accompagner. L'utilisation de l'IA, c'est comme le reste. On a aussi des dimensions éthiques. J'irai même plus loin. Je suis pour, on va dire, en tout cas, j'ai eu l'occasion d'écrire là-dessus, et c'est la posture aussi que j'ai, c'est une posture, on va dire, d'entrepreneur humaniste. J'ai tellement entendu, autant dans les instances d'université, mais aussi à d'autres endroits, la vision très capitalistique qu'il faudrait combattre de l'entrepreneur. L'entrepreneur a un rôle social et sociétal, il participe, il crée de la valeur, il développe des choses nouvelles dans des logiques. Pour le réhabiliter, cet entrepreneur. Ce serait bien de le réhabiliter, c'est clair. On a besoin de lui, c'est pas le seul acteur, mais on a besoin de lui en tant que tel. Donc je pense que ça, c'est important. Donc ça veut dire que quand nos étudiants viennent faire des projets, c'est pas dans une vision de se dire je veux demain faire une levée de fonds incroyable et puis revendre mon entreprise. J'entends jamais ça. C'est pas leur point d'entrée. Leur point d'entrée, c'est vraiment, on va dire, de partager des valeurs. L'aspect financier vient en deuxième, troisième, voire quatrième position dans ce qu'ils veulent faire. Donc, toutes ces thématiques-là sont présentes, peuvent être des freins, on va dire, au projet, mais à la limite, des fois, on ne les voit pas parce qu'ils ne viennent même pas chez nous, tellement c'est un frein. Mais ceux qui viennent chez nous, on va pouvoir les accompagner, quel que soit le domaine, et de pouvoir, on va dire, leur permettre d'exprimer leur projet. Par exemple, on voit pas mal de projets sur l'IA dans le management pour pouvoir, on va dire, optimiser les tâches et ce qui va. Et on leur pose la question d'entrée. Est-ce que vous êtes conscient que potentiellement ça va enlever de l'emploi à certaines personnes? Et il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils en soient conscients. Il faut qu'ils soient capables de comprendre ça parce que demain, ils ne peuvent pas simplement venir présenter en disant on va optimiser vos process et que derrière, il n'y a pas d'impact au niveau RH.
il faut qu'ils en soient conscients, qu'ils soient capables, on va dire, d'avoir un discours par rapport à ça et de voir comment ils se positionnent par rapport à ça. Et ils sont en difficulté des fois. Mais c'est notre rôle de pouvoir les interpeller là-dessus et les amener à trouver une réponse. Et là, on est sur de la maïeutique dans notre façon de faire. On est sur la métaphore des planètes de Caillé, sur alpha et bêta, entre la première planète où, en gros, on a besoin de quelqu'un, il y a un problème sur la chaudière, il y a besoin de quelqu'un, on a fait appel à un réparateur. Et sur la deuxième planète, on fait appel à un facilitateur. Le facilitateur, c'est celui qui amènera les gens à se poser des questions. Nous, on est là-dessus. On est le facilitateur. On n'a aucune réponse à apporter aux porteurs de projets. Ça les déstabilise un peu au début parce qu'ils pensent qu'on va leur apporter des réponses. Non, on les amène à se poser des questions. Et on les amène, on va dire, à ouvrir le plus possible, on va dire, le champ, le spectre, on va dire, des questions. Et notamment, de par leur formation, il y a des dimensions qu'ils ne voient pas forcément. Donc, on les amène à se poser ces questions-là. Et elles ne sont pas que techniques, parce que pour nous, c'est avant tout une dimension humaine aussi qu'il faut travailler pour savoir pourquoi je suis là et pourquoi je fais ce projet-là, quoi. C'est très très important, ça s'appelle l'apprentissage de niveau 2, ça. C'est l'art de reposer la question plutôt que de toujours chercher la réponse et de la chercher généralement trop vite. Exactement. Et on est aussi sur cette dimension réflexive. En fait, on a cet effet miroir vis-à-vis des porteurs de projets. On peut arriver seul à faire des choses, il n'y a pas de souci. Mais le fait d'être en interaction avec un chargé de projet, il y a un effet miroir. Cet effet miroir va permettre de voir en gros comment le porteur de projet a compris ou pas compris les projets. Des fois même en formulant sa question, il voit très bien lui-même les limites, on va dire, et les difficultés qu'il a par rapport à la situation en tant que telle. Et donc le côté réflexif, c'est aussi les amener, on va dire, à grandir par rapport à leur projet. Et encore une fois, c'est le processus qui est aussi important que le résultat, voire même plus important que le résultat. Le chemin est plus important que le port d'arrivée. Bien sûr, bien sûr. Et chez elle, comme libération, je pense à la parole. Ça libère la parole, c'est un acte d'existence quand même, l'entrepreneuriat. Oui, ça libère la parole parce que ça va permettre, on va dire, à des porteurs de projets... On évoquait l'autocensure tout à l'heure. Exactement, et de se dire, je peux être écouté quelque part. Et c'est pas parce que je suis jeune que ce projet-là, en gros, ne peut pas fonctionner. Donc, libérer la parole, c'est déjà, on va dire, parler de son projet. Et le deuxième niveau de libération de parole, c'est aussi de pouvoir aborder, on va dire, des choses très personnelles qui ont permis, on va dire, d'arriver sur ce projet-là. Pourquoi je le fais, le sens de ce que je suis en train de faire. C'est pas simple. Et des fois, c'est plus simple d'en parler à quelqu'un, entre guillemets, qui est extérieur, qui n'est pas quelqu'un de la famille, parce que aussi, on peut parler de ça. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, un des freins, c'est la famille. La famille. Je ne te paye pas des études pour faire ça. Ben oui. Et le regard des autres, des amis. J'ai eu des porteurs de projets, notamment j'ai en tête une femme qui m'a dit me regarde là, à 24 ans, tout le monde me dit t'es pas marié, t'as pas d'enfant, t'as pas de boulot. C'est pas une vie d'être entrepreneur. Donc il y a plein de stéréotypes comme ça qui existent et notre travail, c'est justement de pouvoir éviter qu'ils soient seuls dans ces situations-là et qu'ils puissent, on va dire, parler autant aux chargés de projet, mais aussi à d'autres entrepreneurs, de casser l'isolement. C'est pas les mêmes projets, ils sont pas en concurrence, mais souvent c'est les mêmes problèmes. Et une manière de mettre en synergie tout cela, c'est R comme R2E. Ah oui. Quelques mots sur R2E pour conclure. Alors, parce que ça, c'est un beau projet de créer cette alchimie entre des entrepreneurs, la réflexion académique, les écosystèmes, etc., etc. Alors, on remonte encore un petit peu en arrière. Donc, c'était le début d'une chaire qu'ils appellent la chaire Entreprendre à l'Université de Lorraine, avec un premier projet qui est donc le PIL. Donc, premier projet qui a été mis en place, qui existe depuis plusieurs années, qui est un objet de recherche, qui a pris beaucoup de temps, qui m'a pris beaucoup de temps, c'est certes. Et à un moment donné, c'était de se dire que on peut aller beaucoup plus loin. Comment on peut capitaliser, voilà. Comment on peut... Voilà. On va dire, on reprend un peu ces éléments-là. Moi, mon projet, mon écosystème, on a des entrepreneurs, on a des structures d'accompagnement, on a des politiques, on a des financeurs, on a plein de monde, on va dire. On a à peu près tout l'écosystème qui est présent. Bon,
je pense quelque part, des fois, on se tire une balle dans le pied. On est enseignant-chercheur. Déjà, nos étudiants ne nous voient pas comme chercheurs la plupart du temps. Et les acteurs de l'écosystème ne nous voient pas forcément non plus comme chercheurs. Donc, moi, j'aime bien rappeler de temps en temps quand même qu'on est des chercheurs et que si on est des chercheurs, ça veut dire qu'on produit de la connaissance. Cette connaissance peut être utile aussi pour vous en tant qu'acteurs de l'écosystème politique et autres. Donc, c'est de pouvoir réunir tout ça. Alors, sur le Grand Est, c'était le point de départ. On a eu un financement de la région Grand Est et du FEDER pour pouvoir créer une communauté, mettre en place une plateforme. Et aujourd'hui, on réunit plus de 200 personnes sur cette plateforme de tout horizon. C'est pour ça que j'en parle. Il faut la rejoindre. Voilà, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, on arrive au terme de cette rencontre. Déjà, on vient de commencer. Ben oui, je sais bien, mais vous savez que le temps est très relatif quand on entreprend. Et donc, R2E, ça va être cette rencontre entre praticiens et chercheurs politiques, de pouvoir diffuser de la connaissance issue de la recherche et aussi de pouvoir répondre à des besoins de terrain pour mieux comprendre des mécanismes qui se mettent en place. Et donc, on est sollicité à différents niveaux pour pouvoir justement produire de la connaissance et de la redonner après au niveau du terrain, quoi. Donc, développez votre écosystème, lisez la revue de l'entrepreneuriat, lisez la RPME, lisez Projectique, etc. Perdez-vous, rentrez dans un état gazeux et posez-vous la question de l'entrepreneuriat. On n'a même pas un peu de temps pour Projectique ? Oh bah on en a parlé de Projectique déjà. Bon. On en a parlé. Juste Projectique, au-delà des 30 ans, Ouais. C'est un projet derrière de pouvoir aussi sortir des sentiers battus, de pouvoir, on va dire, permettre de développer des connaissances en émergence nouvelles. C'est un peu comme l'entrepreneuriat, c'est qu'on s'est beaucoup, on va dire, on a beaucoup focalisé sur tout ce qui existe, mais peu assez sur des choses qui sont en émergence. Et nous, on se plaît du côté de Projectique, on va dire, de se dire que les débats de demain, on commence déjà à en parler dans Projectique et de pouvoir les partager. Le dernier numéro qui pense 2035, c'est le numéro combien ? Vous l'avez en tête ? Non, je ne l'ai pas en tête. Bon, on le trouve sur Cairn, en Mais revanche. on y sera sur Cairn et on est sur notamment des pratiques pédagogiques, de pouvoir aussi mettre en avant et en lumière des pratiques pédagogiques qui fait partie aussi de comment on met en musique la connaissance auprès des étudiants. J'espère qu'on aura donné envie aux étudiants, et bien au-delà des étudiants d'ailleurs, à toutes et tous, de s'intéresser à la question de l'entrepreneuriat, d'aller voir la littérature sur le sujet, de lire vos ouvrages. Merci Christophe Schmitt. Merci Jean-Philippe pour l'invitation, un vrai plaisir.